Voilà, cette vidéo va présenter la catégorisation ou la distinction des bactéries. Je parle bien, je stipule bien et je spécifie bien les bactéries. Parce que les micro-organismes, il y en a toute une panoplie. Et on connaît notamment les micro-organismes qui sont les virus aussi. Hein, les virus, il y en a beaucoup d'autres. Bon, l'histoire des micro-organismes ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il date déjà de l'époque de la création de l'univers. Et voilà, ça date de ces époques-là. Donc certains micro-organismes ont vécu et ont survécu avec les aléas du temps, mais d'autres ont disparu, les micro-organismes. Et d'autres se sont transformés. Bon, tant qu'il n'y avait pas l'être humain, bon, les micro-organismes vivaient en harmonie, on va dire, à l'état festif entre eux. Hein, les micro-organismes vivaient entre eux et voilà, répliquaient, vivaient, mouraient. Donc on peut dire qu'il y a une forme de vie dans les virus et les bactéries et les autres micro-organismes. Quand est apparu l'être humain, au tout départ, l'être humain n'avait pas les connaissances requises pour s'apercevoir qu'il y avait des micro-organismes tout autour de lui qui lui procuraient des maux quand il s'agissait de micro-organismes pathogènes. Puisqu'il existe deux types de micro-organismes. Il y a ceux qui sont utiles pour l'organisme et les plantes, et l'agriculture en général, et d'autres micro-organismes qui sont pathogènes et qui provoquent des maladies, voire la mort. Alors cette vidéo aussi va concerner donc les bactéries et comment catégoriser les différents types de bactéries. Ça ne sera pas une vidéo qui va apporter une solution exhaustive de savoir quelles sont toutes les formes de bactéries. Voilà. Alors j'ai dit ce qu'il fallait, j'ai énoncé ce qu'il fallait. Enfin, c'est pas que j'ai énoncé ce qu'il fallait, mais je viens de dire le mot. Je viens de dire le mot sans faire exprès. Forme, le mot forme. Donc la catégorisation, on va se poser des questions. Comment peut-on catégoriser, je veux dire, des bactéries? Comment peut-on les caractériser? Bien sûr, quand l'homme a eu les moyens techniques d'observation, il s'est dédié à une tâche qui était l'observation et donc l'observable. À partir du moment où l'homme pouvait observer, il pouvait tirer une catégorie, un enseignement, et cette catégorie a été faite en fonction de ce qu'il observait, c'est-à-dire des tailles, des formes. Bon, je ne parlerai pas des tailles, parce que les tailles, on sait bien que les tailles sont plus petites que la cellule, mais ils sont plus grandes que la taille d'un virus. La virus est plus petit qu'une bactérie. Donc la taille, ils ont une certaine taille. Effectivement, on peut les catégoriser par taille, hein, pourquoi pas. Bon, mais en général, on les a catégorisés par forme pour attribuer un nom. Parce qu'on s'est aperçu que il y avait des groupes comme ça qui rentraient dans un même regroupement, dans une même contextualisation, dans une même identité. L'identité provenait de la forme. Et donc, on pouvait attribuer un nom, enfin, un groupe de bactéries en fonction de la catégorisation par la forme des bactéries. Alors maintenant, qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est grand? Mais la grandeur est relative. La grandeur est relative. Qu'est-ce qui est petit? Si je prends l'univers, c'est immense. Comparer une planète dans l'univers, c'est tout petit. Par contre, une planète est grande par rapport à un être humain. Donc, il faut, on va dire, pour parler de grandeur, il faut une norme. Une norme.
définir, on va dire, une entité qui fasse la norme, qui fasse la référence. Eh bien, c'est l'être humain lui-même qui s'est adjugé comme étant la norme, la référence. Bon, qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est grand? Mais on va juger qu'est-ce qui est grand, mais c'est par rapport à la taille humaine. Qu'est-ce qui est petit? Ben, c'est par rapport à la taille humaine. Bon. Alors, qu'est-ce qui est petit? Mais pour la taille humaine, ce qui est petit, c'est ce qui est non observable. Enfin, c'est ce qui est... il y a le très petit, il y a le petit, le très petit. Voilà, il y a l'invisible. Voilà, si je prends un virus, les bactéries sont invisibles à l'œil nu. Par contre, on peut apercevoir certaines choses par le microscope optique, voire le microscope électronique, si c'est bon, si c'est la demande, s'il y a une taille voilà, si on veut descendre très très bas, ben on va choisir le microscope électronique. Pour les bactéries, le microscope optique, bon, peut suffire en agrandissant bien sûr à un nombre de fois très très grand. Voilà. Alors, donc, on va pouvoir, grâce à un instrument qui va faire l'interface entre l'œil et l'objet à observer, mais il va faire l'interface d'agrandissement et de, comment on appelle ça, d'éléments, enfin d'outils d'observation. Le microscope est l'outil d'observation, c'est-à-dire qu'il va restituer une image de l'objet visité, une image de l'objet visité, mais en taille plus grande, de telle manière à ce que l'œil humain puisse voir cet objet au travers du microscope. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on en a, je veux dire, quelque chose de grand petit, mais c'est l'être humain lui-même. L'être humain lui-même qui va se dire, bon, on a affaire à du très petit, ben, on va utiliser un outil qui est le microscope et on va le régler pour voir ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, ben, ce sont des formes. S'il s'agit de bactéries, hein, il va les distinguer en fonction de la forme. Donc il observe, il voit des formes et il peut les caractériser par des formes qui sont, on va dire, récurrentes. Alors, est-ce que c'est fort important les bactéries, et je dirais même en parallèle les virus? Effectivement, c'est fort important. Pourquoi? Parce que les bactéries et les virus sont des micro-organismes qui provoquent des maladies. Et ces maladies-là, bon, de deux choses l'une. La maladie, soit on peut la soigner, et donc on peut en guérir, soit on peut la soigner, mais ne plus en guérir. Là, on peut garder des séquelles à vie, hein, de certaines bactéries ou virus qui sont passés dans le corps, qui auraient détruit fatalement des organes, parce que la bactérie, qu'est-ce que son jeu, c'est quoi? Son jeu, bon, c'est d'infecter. Je parle de la bactérie pathogène, hein, pas utile, parce que dans les intestins, on a des bactéries, mais qui sont utiles. Bon, je ne parle pas de bactéries utiles. Moi, je parle de bactéries, et il y a beaucoup de bactéries utiles qui colonisent notre intestin. D'ailleurs, il y a beaucoup, c'est rempli, hein. Donc, il ne laisse plus beaucoup de place à d'autres, voilà, bactéries, puisque en fait, la colonisation est tellement infestée colonisée par des bactéries qu'il n'y a plus tellement de place à laisser pour d'autres bactéries. Bon, donc ici, ce que je voulais dire, c'est que les soins permettent de guérir. Parfois, le corps humain va se battre lui-même, va combattre, je veux dire, pour s'auto-guérir, s'auto-soigner, s'auto-guérir. Il y a les anticorps, etc., pour permettre d'aboutir à une guérison. Mais la guérison n'est pas toujours n'est pas forcément la voie qui va être suivie en cas de maladie au travers d'une infection bactérienne, parce qu'ici je vois les bactéries. Alors, on peut se soigner et guérir, mais on peut se soigner et malgré tout ne pas guérir et avoir des séquelles de cette maladie. Et de nombreuses maladies provoquent des séquelles dues à une maladie. Beaucoup de maladies
beaucoup voilà, provoquent un handicap, ils finissent par provoquer un petit handicap ou un gros handicap. Et donc ça, c'est suite à une maladie mal soignée, ou soignée, mais que la maladie a pris le dessus, et bon, eh bien, on peut ne plus en guérir et avoir un handicap lié à cette maladie et se soigner tout le cours de sa vie, durant toute son existence, on est amené à se soigner pour apporter on va dire des soins à une maladie qui fait suite à une maladie bactérienne ou virale. On est amené toute sa vie à se soigner à cause d'une maladie infectieuse. Mais là, il y a une troisième voie à tout ça. Bon, il y a là, la maladie infectieuse apparaît. Si la maladie infectieuse apparaît, voilà la maladie infectieuse, ben, il y a deux voies possibles. Soit elle va on pourra la guérir, soit on ne pourra pas la guérir. Et le mal sera dans le corps, quel qu'il soit, le mal. Mais maintenant, la maladie infectieuse peut ramener une troisième voie et qui est une conséquence plus désagréable, c'est la mort. Ça peut ramener à la mort. Voilà, donc en fait, la maladie infectieuse peut amener à la mort. Donc c'est pour ça que l'être humain s'intéresse aux maladies infectieuses ou qu'est-ce qui apporte les infections. Mais ce sont les micro-organismes. Donc il faut, si on ne veut pas que l'être humain tombe malade et bon, s'il guérit, tant mieux, mais s'il ne guérit pas, bon, ça va laisser des séquelles. Et si on ne veut pas qu'il meure, ben, on va faire en sorte qu'on va trouver des moyens, des voies et moyens d'éliminer la cause. Et si la cause est déjà grandement prenante dans le corps humain, ben, ça c'est un petit peu embêtant. Parce que c'est quelqu'un qui est rempli de virus, bon, il n'y a plus tellement de choses à faire si son corps est tellement rempli de virus. Hein. Voilà. Donc peut-être que là, la voix, c'est penser à sa dernière demeure. Hein. Enfin bref. Donc ici, les micro-organismes, on va s'intéresser parce que il y a des micro-organismes pathogènes qui vont créer des maladies et la maladie peut créer la mort. C'est ça que je veux dire. Donc il faudra répondre à la réponse, donner une réponse à cette entrée dans le corps voilà, des infections telles que les bactéries, les virus. Alors, je vous ai dit que je vous ai parlé du microscope. Le microscope permet d'observer. Ben, c'est ce que les laboratoires vont faire. Les laboratoires vont observer des échantillons, voilà, des échantillons pris chez un cabinet médical ou dans un hôpital, ou peu importe, directement au laboratoire. Pourquoi pas, on peut se rendre au laboratoire et donner ses propres échantillons en court-circuitant, voilà, pourquoi pas, et payer directement la facture, je veux dire au laboratoire, pourquoi pas. Alors, l'observation permettra de quoi? Ben, de faire une détection. Donc, il y a l'observation. L'observation va amener à une détection. Et bien sûr, la détection va ramener à une réponse en rapport avec l'observation. C'est-à-dire que la réponse, ben, ce sera si la personne est infectée, ben, il s'agira de répondre de manière à soigner le patient. Parce que la personne est tombée malade, elle devient un patient. Elle devient un patient et donc il faut répondre. Et ça, c'est la médecine qui doit... Autant les laboratoires font de l'observation et de la détection et ils mettent comment on appelle ça, les résultats d'analyse, d'observation, eh bien, ils les envoient au corps médical, hôpitaux ou médecins qui, eux, vont prendre les dispositions nécessaires en répondant de façon adéquate à l'urgence ou pas du caractère observé. C'est-à-dire que, bon, s'il s'agit d'une maladie grave qu'il faut répondre tout de suite, ben, il faudra un temps de réponse qui doit être le plus
rapide possible. Le temps de réponse doit être le plus rapide possible s'il s'agit d'un cas grave. Bon, s'il ne s'agit pas d'un cas grave, on peut donner des médicaments et soigner en attendant, en regardant, en suivant l'évolution. Parce que qui dit réponse dit aussi suivi. Hein. Voilà, la réponse est aussi parfois un suivi. Je m'excuse. Voilà. Alors maintenant, le but c'est de distinguer, donc comme je vous ai dit, c'est de distinguer les, comment on appelle ça, c'est de faire une catégorisation, je veux dire, des différentes bactéries. Parce qu'ici, il s'agit d'une vidéo qui va concerner les bactéries. Alors, qu'est-ce que c'est que les bactéries? Ben, ce sont des organismes dits vivants. Hein. Certains ne les considèrent pas comme vivants pour certaines raisons. Voilà, ce sont des organismes vivants microscopiques qu'on peut observer, bon, je veux dire, via des instruments optiques, tels que microscopes qui permettent de les voir, microscopes optiques, voire, bon, s'ils sont tellement petits, pourquoi pas des microscopes ou microscopes électroniques qui permettent d'avoir une vue plus large que le microscope optique, bien sûr. Alors, donc, je vous disais, ce sont des organismes vivants, ce sont des micro-organismes qu'on appelle des prokaryotes. Prokaryotes, c'est-à-dire, ce sont des micro-organismes qui sont unicellulaires, dont la structure cellulaire ne possède pas de noyau. Et je dirais même qui n'ont pas, on va dire presque jamais, j'ai dit presque jamais, pas toujours, hein, d'organites membranés. Voilà, ils n'ont pas, voilà. Donc ils n'ont pas, ce sont des unicellulaires dont la structure cellulaire ne possède pas de noyau, contrairement aux eucaryotes. Hein. Ici donc les bactéries sont des prokaryotes. Hein. Prokaryotes. Contrairement aux eucaryotes qui eux possèdent un noyau et de multiples organites. Hein. Eux ils possèdent de multiples organites. Contrairement aux prokaryotes, n'ont presque jamais d'organites membranés. Voilà, et on les distingue comme ceci. Bon, bon, et alors les prokaryotes, bon, c'est qui? Ce sont les bactéries et les archées. Voilà. Donc, on peut étudier un type de bactérie, hein, bien précis. Généralement, quand on étudie les bactéries, ce qui vient à l'esprit d'étudier la bactérie, c'est la bactérie d'Escherichia coli. Voilà, la bactérie d'Escherichia coli, bon, c'est celle que on a amené à étudier en premier lieu, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est celle qui nous vient à l'esprit pour l'étudier. Alors, ici, la bactérie, comme je vous ai dit, peut provoquer des maladies. Hein, et on peut, les bactéries ont, aussi bien les bactéries que les virus ont un temps de latence. Hein, ils peuvent rester là, attendre un autre pendant un certain temps. Combien de temps? Bon, ça dépend d'une bactérie à l'autre, ça dépend d'un virus à l'autre. Et qui colonisent la Terre. On les trouve beaucoup au sol et sur les objets en général. Sur les objets en général, on les retrouve. Hein, on va prendre du plastique, du fer, du bois. On peut prendre tout ce qu'on veut, mais on peut retrouver des micro-organismes. On peut en retrouver, bien sûr, j'ai bien dit, on peut en retrouver. Et ils peuvent être latents, là, parce qu'ils attendent un autre. Et cet hôte-là, bon, si l'hôte ne se présente pas pendant un certain temps, ben, ils finiront par ne plus exister. Parce qu'ils attendent avec une latence un autre. Combien est cette latence? Ça dépend.
ça peut être 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Bon, il y a tellement de bactéries, de virus que ils n'ont pas tous la latence d'attente à un endroit. Voilà. Et alors, le milieu dépend aussi. Hein, le milieu va dépendre. Si quelqu'un nettoie l'eau de Javel de temps en temps, ben, je veux dire, il n'y a plus de bactéries ni de virus. Hein. Voilà. Mais les virus bactéries, bon, on les retrouve beaucoup dans la nature où on a, par exemple, les animaux qui viennent, qui ont leur museau quasiment au sol constamment, mais on peut comprendre que ces animaux sont sniff, je veux dire, toutes sortes, tout et n'importe quoi, sur les surfaces, notamment au sol, où le sol possède énormément de bactéries et de virus. Donc quand il sniff, ben, il se chope en direct, je veux dire, les bactéries, les virus. Donc ils ont une voie directe. Une voie directe qui fait que la bactérie, elle rentre directement dans le corps. Bon, ils ont une voie directe. Et puis après, bon, quand les animaux sont atteints, bon, ils peuvent transmettre à l'homme parce que bon, le fait de bon, il y a des virus et bactéries qui sont transmissibles à l'homme directement, mais d'autres, bon, ne sont que pour les animaux, mais peuvent muter et passer à l'homme. Voilà, au travers d'un vecteur. Un tic, un moustique, peu importe, un vecteur qui va faire passer le virus, par exemple, d'un animal à l'être humain. Alors, ce que je voulais dire, avant de commencer la catégorisation des bactéries, c'est que, bon, la catégorisation, pour les médecins, bien sûr, vous comprendrez, les médecins vont faire une catégorisation par rapport aux maladies infectieuses. Hein. Voilà. Donc, ils parleront de grammes positifs ou de grammes négatifs. Hein. Par exemple, le gramme positif, ce sera l'anthrax, la diphtérie, l'infection à entérocoque, l'érysipèle, hein, bon, la listériose, l'infection à pneumocoque, à staphylocoque, à streptocoque, etc. Ça, c'est le gramme positif. Alors, bon, pour le gramme négatif, bon, les médecins vont distinguer à ce moment-là, pour le gramme négatif, la brucellose, la maladie des griffes du chat, le choléra, l'infection des Escherichia coli, la gonorrhée et toute une panoplie de maladies comme ça. Et eux, ils vont distinguer, les médecins, ils distinguent par rapport au gramme positif et le gramme négatif. Alors, qu'est-ce que le gramme, c'est aussi, faut pas mélanger tout, hein. Le gramme, c'est aussi une coloration aussi. C'est une coloration pour regarder au microscope et voir, on met une coloration bien précise qui fait ressortir justement la forme extérieure de la bactérie, si c'est une bactérie. Elle fait ressortir la forme extérieure de la bactérie, et donc on sait voir quel type de forme c'est, et donc quel type de bactérie. Bon, et ça grâce à la coloration de grammes. Voilà. Mais les médecins ne distinguent pas, eux, ils ne distinguent pas les bactéries, hein, ils distinguent par rapport aux maladies infectieuses. Voilà, et par rapport au gramme positif, au gramme négatif. Alors, les maladies infectieuses, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des maladies qui apportent directement la mort. Hein. Et notamment des bactéries qui attaquent, je pense à la une bactériémie qui va provoquer ce qu'on appelle un choc toxique, c'est-à-dire qu'au bout de quelques heures, ben, la personne est presque en état de mort. Hein. Il suffit de 48 heures. 48 heures, voilà, si on n'a pas la réponse très rapide pour une bactériémie de type choc toxique, bien, il en va de la vie de la personne. Hein. Donc la réponse là, elle doit être très rapide, parce que il arrive fréquemment que des personnes voient un patient, qu'il renvoie chez lui, mais au bout de 24 heures, il en est trop tard, c'est trop tard, puisqu'en fait la personne a fait un choc septique à la maison, parce qu'elle a été renvoyée à la maison sans observation, je veux dire, au travers voilà, n'a pas été en hôpital, a été renvoyé des urgences, par exemple, à la maison. Donc elle n'a pas profité, je veux dire, de l'observation
dans un hôpital par des médecins, je veux dire, compétents. Donc elle est renvoyée à la maison, qu'est-ce qui se passe? Mais la personne meurt en moins de 24 heures à l'aide d'un choc, à cause d'un choc septique. D'un choc septique, ou j'appelle choc toxique, parce que les bactéries, généralement, ce qu'elles font, c'est... Pourquoi, elles font tomber malades? Parce qu'en fait, elles ont une certaine toxicité voilà, c'est leur toxicité qui va créer les maux dans le corps. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'attaquer à tout, hein, tout n'importe quoi. Les reins, le foie, les poumons, le système nerveux. Enfin, il peut s'attaquer à tous les organes possibles, la jambe, le cœur, voilà. Bon, et si s'ils s'attaquent à un système vital, bon, je pourrais me croire que si c'est un système vital, la personne, bon, elle va mourir, hein. Bon, mais choc toxique, c'est justement un choc toxique, c'est justement ça. C'est une toxicité qui va, qui va intervenir de façon très rapide, très rapide. Euh, et je dirais même d'évolution très grave. Donc c'est on va dire, une intoxication qui va arriver très rapidement et qui aura, je veux dire, une vue très grave sur les patients. D'où les médecins et enfin, dans les hôpitaux, le personnel compétent, le personnel soignant, doivent répondre tout d'abord en détectant directement la maladie infectieuse, ce qu'il en est, et détecter sa gravité. Parce que justement, le ramener à la maison pourrait porter préjudice à la conséquence quant au patient. Il pourrait terminer sa vie juste parce qu'en fait, il y a eu un mauvais diagnostic qui a fait qu'on a pensé qu'il avait peut-être une gastro-entérite, peut-être qu'il avait une grippe ou peut-être quelque chose comme ça, et on s'en trompait complètement. Bon, le choc toxique, les maladies en général, euh, bon, parfois peuvent se ressembler, hein, quand on regarde c'est normal parce que un cours, c'est principalement un foie, un estomac, un intestin, un cœur, un système nerveux, euh, voilà, les organes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organes dans le corps, mais les organes, bon, si on tire les organes essentiels, je veux dire, ah bah, le cœur, le foie, l'estomac, les intestins, comment on appelle ça, je peux compter les poumons, euh, voilà, ça c'est déjà 5-6 grands organes du corps qui font le corps. J'ai cité 5-6 grands organes. Donc, quand quelqu'un tombe malade, ben, il risque d'avoir des symptômes qui sont similaires, parce que bon, voilà, mot de tête, qu'est-ce que c'est qu'un mot de tête? On peut avoir mal à la tête pour beaucoup de raisons, hein. Qu'est-ce qui donne un mot de tête? Il y a mille et une raisons qui donnent un mot de tête. Et c'est ça justement qu'il faut poser un bon diagnostic, parce que c'est la voie à suivre. Il faut trouver le chemin à suivre pour justement diagnostiquer correctement. Mais c'est compliqué, hein. Bon, les médecins, ils ont fait des études spécialisées en médecine justement pour voir euh, quel est le problème. Parmi une multitude de problèmes, on va dire de symptômes qui sont, on va dire, ressemblants, ben, il doit tirer euh, il doit tirer le bon diagnostic. C'est pas évident parce que tout est ressemblant. Mal de tête, mal de ventre. Bon, okay. Combien de maladies font qu'on a mal au ventre? Combien de maladies font qu'on a mal à la tête? Combien de maladies qui font qu'on a mal, bon, qu'on a de la fièvre? Bon, déjà, la fièvre, c'est une réponse du corps, hein. C'est une réponse du corps. Donc, fatalement, il y a beaucoup de maladies qui vont donner de la fièvre, hein. Voilà. Beaucoup de maladies vont donner de la fièvre. Bon, mais justement, un choc toxique, bon, peut se repérer par justement de la fièvre, hein. La fièvre, on peut avoir de la fièvre, et qui dit fièvre, ben, il y a d'autres symptômes de la fièvre qui vont intervenir, c'est-à-dire on va avoir une vision trouble, on peut avoir une vision trouble, on peut avoir bon, des maux de tête, on peut avoir comment on appelle ça, au niveau de la peau, des boutons. Voilà, des boutons, ce qu'on appelle des éruptions cutanées. On peut avoir des éruptions cutanées. On peut avoir, bien sûr, une baisse de la tension artérielle qui va amener une fatigue intense. Voilà, une espèce de chaos avec des maux de tête, voilà, et une faiblesse
faiblesse intense, faiblesse généralisée, hein, faiblesse généralisée, au point qu'on peut, cette faiblesse généralisée, ben, on peut avoir une sensation, on peut avoir des tremblements, des tremblements. Voilà, on peut avoir une défaillance du fait de tout cet état généralisé qui est, on va dire, défaillant. On peut avoir une défaillance par la même d'un organe ou l'autre. Voilà. Alors, tout ça peut être le fruit, justement, comme je vous ai dit, de toxines, de présence de toxines, voilà, présence de toxines, due bien sûr à des bactéries. Alors, qu'est-ce qui peut faire ça comme type de bactérie? Ben, c'est le staphylocoque aureus. Staphylocoque doré peut faire ça. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que, bon, un staphylocoque doré peut être une maladie qui provient de l'hôpital aussi, hein, parce que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de malades. Bon, il y a un confinement des malades, il y a toutes sortes de malades. Donc là, c'est pas ce qui manque au niveau même si on pense que dans les hôpitaux, il y a des systèmes d'extraction et de purification d'air qui doivent être répondre aux normes les plus dures en vigueur, pour justement avoir une salubrité, on va dire, hygiénique, une salubrité hygiénique dans les hôpitaux, de façon à ne pas transmettre des maladies à déjà des gens qui sont déjà malades. Et ne pas transporter des maladies d'un coin à l'autre via une aération qui serait défectueuse ou défaillante. Donc l'aération, c'est fondamental. Et tout ce qui est aération et hélice sont des éléments qui peuvent transporter le virus ailleurs. Hein. Les éléments à hélice, quand ça tourne comme ceci, une rotation comme ceci, je pense à l'air conditionné, ben, faut se méfier parce que c'est... Par exemple, dans une voiture, vous mettez l'air conditionné, mais il vaut mieux faire un bon nettoyage avant d'utiliser l'air conditionné si vous ne l'avez plus utilisé depuis longtemps. Hein, parce que l'air conditionné, ça va ramener des bactéries dans le système si vous ne l'avez plus utilisé depuis longtemps. Voilà, ça va ramener des bactéries. Et quand vous allez faire fonctionner le système, comment on appelle ça, d'air conditionné, ben, il y aura une soufflerie qui va vous ramener toute la saloperie qui était dans l'air conditionné. Donc vous allez vous choper je veux dire, toutes les bactéries qui étaient fixées dans le système d'aération. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut le nettoyer avant de le mettre en service. Voilà, parce que tout ce qui est système d'aération, tout ce qui est système à hélice, fait en sorte que comment on appelle ça là, on a des brassages des brassages d'air qui font que bon fatalement, qui dit brassage d'air, c'est une force, hein. C'est une force centrifuge qui va brasser de l'air. Donc, qui dit force centrifuge va prendre tout ce qui est en son passage et tout ce qui est micro-organisme dans le passage va être extrait pour l'être mélangé dans l'air d'office. Hein. Voilà, et être jeté par centrifugation va être jeté un peu plus loin. Hein. Donc, je vous prie de me croire, bon, tout ce qui est hélice, bon, tout ce qui est hélice est je veux dire, un facteur de propagation je veux dire, de bactériens, de virus. Donc là, à ce moment-là, il faut vérifier tous ces systèmes-là et faire en sorte ne pas ramener d'aération, si ce n'est que de faire une aération qui est, je veux dire, conforme aux exigences de ce qui est demandé dans les hôpitaux, c'est-à-dire une aération un système d'aération la plus hygiénique possible, Sans compter, bon, le personnel soignant qui doit se laver les mains d'une manière on va dire protocolaire d'une certaine façon et c'est exigé de suivre le protocole au risque d'être un danger public pour les patients des hôpitaux. Donc en cas d'opération, ben, quand il va ouvrir une personne, il y a directement le sang. Le sang, il est fermé dans un système fermé. Hein. Le sang est dans un système fermé. Bon, ouais. Dès le moment où on fait une ouverture, ben, c'est la porte ouverte aux bactéries si on ne prend pas les précautions d'usage les précautions d'usage. Voilà, donc les bactéries, eux, ils n'ont qu'une chose à faire. Elles sont en latence. Elles demandent qu'une chose. C'est de trouver un hôte, parce qu'elles veulent vivre. Les virus, c'est pareil. Ils cherchent qu'une chose. Ils sont en latence,
Ben, bien sûr, ils ont un temps de latence, parce que certaines bactéries, virus, en 24 heures, ils ne sont plus là. Mais il y en a d'autres qui peuvent rester très longtemps, hein, 6 mois, ils sont en latence 6 mois, et puis quand on se le chope, ça y est, c'est la maladie. Voilà. Donc, donc je disais que ben, Staphylocoque doré, Staphylocoque aureus, ben, peut causer la mort, mais peut causer aussi des dégâts corporels. Hein. On peut se retrouver avec une plaque dans le ventre parce qu'on a eu un staphylocoque doré. Hein. Voilà, parce que bon, quand il a fallu tout enlever dans le ventre parce que le staphylocoque a fait des dégâts par cette toxine, mais on fait en sorte de remettre une petite plaque. Voilà, ça devient de la chirurgie réparatrice. Et, et voilà. Voilà, donc on retrouve dans les hôpitaux beaucoup de maladies nosocomiales. La personne va pour un mal, elle sort avec un autre mal qui n'était pas en rapport avec ce premier mal. Parce que tout simplement, elle a attrapé des virus ou des bactéries. Et donc, les bactéries ont envoyé des toxines. Et je vous prie de me croire qu'au bout de 2 jours, on peut mourir de bactéries, justement de bactériémies, qui sont des chocs toxiques, hein, chocs toxiques ou voilà, des chocs toxiques. Donc ceci à tenir en compte parce que c'est fondamental. La bactérie peut être, on va dire, utile ou pathogène. Si elle est pathogène, ben, elle peut rendre malade, mais elle peut tuer. C'est ça que je veux dire, elle peut tuer. Voilà. Alors, les formes. On va voir les formes. Bon, il existe la famille des coccus. La famille des coccus. La famille des bacilles. Bacille avec deux ailes. Hein, qui vient de Baculus ou Baculum avec un L. Ici c'est un L et là c'est un L. Qui veut dire bâton. Bâton ou bâtonnet. Alors, on a la famille, encore, bon, je ne suis pas exhaustif ici, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, il y a la famille des spirilles. Spirile avec deux L aussi, comme bacille, spirille. Bacille, spirille, deux L. La famille des spirilles peuvent créer ce qu'on appelle des spirilloses. Des maladies qu'on appelle infectieuses, qu'on appelle des spirilloses, quand on est infecté par des spirilles. Alors, donc, ici, le bacille, c'est son nom Baculus ou Baculum, bâton ou bâtonnet, qui s'oppose aux formes coccus. Les coccus, ce sont des formes sphériques, globulaires, qu'on appelle les coques. Voilà, les coques. Alors, les coques, on peut en avoir de différentes sortes. On peut avoir un simple coque, c'est des sphériques ou des globulaires, comme je vous ai expliqué. Voilà, ici j'ai un coque. J'en ai un. C'est ce qu'on appelle un simple coque. S'ils sont appariés, ils sont à deux. Voilà, on retrouve des appariés comme ceci. Là, c'est ce qu'on appelle, ils sont en double, donc diplocoque. C'est un diplocoque. Simple coque, diplocoque. Bon, il peut se retrouver en 1, 2 ou en 4. Voilà, s'ils sont en 4, c'est ce qu'on appelle une tétrade. Ils peuvent être en 8. En 8, mais à ce moment-là, il faut le voir d'une façon qu'on peut les mettre dans un cube. On en aurait 4 devant. Voilà, 4 devant. Et 4 derrière. Voilà. De façon à former ici, si vous voulez, je peux former avec ça un cube. Hein. Donc j'aurai un cube comme ceci, hop, 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 comme ceci, voilà.
je peux les mettre dans un cube. Donc, il y en a 4 devant. 4 devant. Voilà. On a 4 devant. Comme ici. Hein. On a une tétrade devant. Et on a une tétrade derrière. Et ça donne un... On en a 8. Et ça, c'est ce qu'on appelle une sarcine. Une sarcine. Alors, on peut avoir une chaîne ou une chaînette. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et 8. Ça, c'est ce qu'on appelle un streptocoque. Streptocoque. Ça, c'est un streptocoque. Et alors, on a le staphylocoque, qui est un amas ou une grappe, une espèce d'amas ou grappe. Ça veut dire qu'on peut avoir une construction ici. Voilà, une grappe, hein. Là, il est attaché ici. Là, je vais en remettre là. Hein. Je vais en remettre un ici. Voilà, là, j'en ai un derrière. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'en ai un derrière. Voilà. J'en ai un devant. J'en ai un qui est ici. Et un qui se met là. Voilà, il est en forme de grappe. Il faut voir ça dans l'espace. Hein. C'est un amas ou une grappe. Et je pourrais encore continuer. Hein. Je vais en mettre un. Voilà. Si j'en ai mis 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et voilà, 16. Là, c'est le staphylocoque. Staphylocoque. Voilà. Ici, on aura une construction en grappe ou en amas. Voilà. Donc ça, c'est un staphylocoque. Bon, ça, c'est pour la famille des coques. Pour la famille des bacilles, ce sont pas des... Ça, des coques, ce sont de forme sphérique ou globulaire. Donc ici, les diplocoques vont par paire, les tétrades vont par 4, les sarcines vont par 8, les staphylocoques, ce sont des grappes de cellules, bien sûr, et les streptocoques sont des chaînes de cellules, des chaînes ou des chaînettes de cellules. Bon, vous avez compris que ça, c'est toutes des cellules. Hein. Bon. C'est des cellules, mais attention que ce sont des cellules, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce sont des cellules prokaryotes. Il n'y a pas de noyau. Il n'y a pas de noyau. Ouais, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de noyau qu'il n'y a pas de matériel génétique. Hein. On peut avoir, voilà, on peut avoir du bagage génétique enfermé dans un noyau, comme on peut avoir du bagage génétique sans noyau. Hein. Voilà. Alors, au niveau des organites, mais il y a pas de, généralement, il n'y a pas d'organites dedans. Contrairement aux eucaryotes, eux, ils ont des organites dedans et ils ont un noyau. Les eucaryotes, hein.
Mais ici, ce sont des cellules prokaryotes. Donc tout ceci, ce sont des cellules prokaryotes. Mais les cellules prokaryotes ici, les simples, là, les par paire, là on appelle ça un coquille. Un coquille, là on a un coquille par paire, un coquille par 4, un coquille en 8, un coquille ici en 8, mais ici en 8 en cube, en forme de cube, là en 8, un coquille en 8 en forme de chaîne ou chaînette, et là un coquille en forme de grappe. Voilà. Alors maintenant, les bacilles. Les bacilles, ce sont des cellules en bâtonnets. Bon, qui sont visibles, bien sûr, encore une fois. Comment est-ce qu'on appelle ça? Qui peuvent être visibles au microscope optique. Hein. Bon, alors le bacille, ce sont des bâtonnets. Hein. Et alors, leur but, qu'est-ce que c'est? Leur but, c'est de coloniser, de trouver un hôte et de vivre, de coloniser, c'est-à-dire des cellules. C'est de coloniser un corps. Ils vont rentrer dans le corps, dans un corps humain et ils vont coloniser. Et je vous rappelle que c'est plus petit qu'une cellule, hein, ça. C'est plus petit qu'une cellule. La bactérie est plus petite qu'une cellule d'être humain. Par exemple, si je prends une cellule d'être humain, ben c'est plus petit qu'une cellule d'être humain. Voilà, là j'ai une petite colonie, bon, très petite colonie. Voilà, mais on peut avoir, ça c'est ce qu'on appelle ce sont des bacilles. Voilà, ce sont des bacilles. Ben, on voit bien que c'est des espèces de petites bêtes avec des petites, voilà, des micro-organismes. Voilà, ça ce sont des bacilles purs, puisqu'il existe aussi ceux qui vont s'attacher à d'eux, qui vont aller par paire. Alors ça, ce sont des bacilles, ceci. Alors que ça, ce sont des diplobacilles. Hein. Ils vont par paire. Les bacilles et les diplobacilles. Et maintenant, je vais mettre un streptobacille. Ben, c'est une chaîne ou une chaînette. Hein. Donc je vais mettre une chaîne ou une chaînette. Le bacille, vous connaissez par exemple la tuberculose, c'est le bacille de Koch qui va attaquer voilà, les poumons, qui va coloniser le poumon. Oui, certains attaquent les reins, d'autres attaquent le cœur, d'autres attaquent, certains attaquent les reins et le cœur. Voilà. Il y en a qui vont attaquer le foie, il y en a qui vont attaquer, ils vont endommager le cœur, le rein, voilà, le système nerveux. Bon, d'un bacille à l'autre, vous connaissez le bacille du charbon. Le bacille du charbon. On appelle l'anthrax, je crois. Je crois que c'est ça, c'est l'anthrax. Bacille du charbon, c'est l'anthrax. Oui, je crois que c'est ça parce que
Ouais, parce qu'on dit l'anthracite. L'anthracite, c'est du charbon. Donc là, le bacille de l'anthrax, par exemple, je pense au bacille de l'anthrax ou bacille de Koch. Bacille de Koch, Koch qui s'écrit comme ceci, qui provoque la tuberculose au niveau, un problème qui colonise les poumons. Et voilà, puis ça attaque les autres organes. Hein. Une fois que la bactérie ou le virus a attaqué, le corps il devient faible. Et là, le système immunitaire il descend, et s'il descend, bon, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi comme microbe. Une fois que le corps il est faible, c'est pas qu'une bactérie ou un virus qu'on attrape, c'est tout. Justement, le corps se défend quand il est en bonne santé, il a un système qui fonctionne bien et qui permet d'éliminer, je veux dire, toutes sortes de micro-organismes. Mais maintenant, si le corps est défaillant, que le système immunitaire il est faible, fatalement, c'est la porte ouverte à se choper tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et là, si on se chope tout et n'importe quoi, ben on va vers la mort. Hein. On va vers la mort. Si le corps n'est plus capable de se battre vis-à-vis voilà, de micro-organismes qui attaquent et qui agressent le corps, mais si le corps ne sait plus se défendre, ben, le corps il va finir par rendre l'âme. Hein. Alors, donc, c'est pour ça qu'il faut se soigner. Quand on a des bactéries ou des virus, il faut se soigner pour pas qu'on ait une aggravation et que l'aggravation fasse en sorte que le corps ne sache plus se défendre. Voilà, et donc ici on retrouve, qu'est-ce qu'on a ici? On a les bacilles tout court, le simple bacille. Là c'est le diplobacille. Et ici on a le streptobacille. Voilà. Alors bacille c'est avec deux L. Hein. Bacille avec deux L. Diplobacille avec deux L. Et streptobacille, j'ai mis avec deux L, mais je ne sais pas si on voit à l'écran streptobacille. Je n'ai plus de place. Bon, je l'écris un peu trop. Le problème c'est là. Streptobacille. Voilà. Je vais réussi à le mettre. Donc, le bacille de Koch, c'est un exemple. Hein. Comme le bacille de l'anthrax, qui est un autre exemple de bacille. Alors, les spiryles qui créent la spirillose, là, c'est une forme bâtonnet, mais retournée. C'est une forme de bâtonnet retournée. Voilà. Il est retourné, mais recourbé aussi. Hein. Il est recourbé, retourné. Voilà. Et ça, ce sont les spiryles. Quand vous voyez un bâtonnet retourné ou recourbé, il s'agit de spiryle. Alors maintenant que vous pouvez distinguer les spiryles des bacilles, des coques, bien, je vais faire la division ici. Comment elle se passe, la division? La division, comment elle se passe? Bon, je vais faire la division d'ici, de celui-ci, mais le problème c'est que je n'ai plus de tableau. Mais ce que je peux faire, c'est la division de celui-ci. Alors, la division de ceux-ci, comment ils peuvent se diviser? Les bacilles. Ben, l'ancienne structure, elle peut être ici.
peut avoir l'ancienne structure. Il faut distinguer l'ancienne de la nouvelle structure. Donc la structure, l'ancienne paroi. Je peux avoir ici je peux avoir l'ancienne paroi comme ceci. Ça c'est l'ancienne paroi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle paroi va naître ici, de ce côté-ci. Bien sûr, vous aurez compris que tout va s'allonger. Ça va s'allonger. Voilà. Dans une deuxième phase. Ça, c'est l'ancienne paroi en bleu. Et la nouvelle est en rouge. Et puis, il y aura tellement un étirement. Elle va s'étirer. Hein. Elle va s'agrandir. Que au milieu, il va y avoir l'apparition d'une presque scission. Jusqu'au moment où on a la scission. On a la scission. Donc, le mode de division, c'est celui-là. Bien sûr, ici, si j'ai pris une certaine distance comme ceci, je dois prendre une certaine distance comme ceci. Si j'ai pris une certaine distance jusque-là, prendre une certaine distance comme ceci. Voilà. Et on a bien une scission par une nouvelle membrane qui est née ici et qui va s'agrandir et qui va faire en sorte qu'on aura la scission à ce niveau-ci. Et là, on a la séparation, on a ce qu'on appelle la division par deux. On a une division par deux. Maintenant, ça c'est parce que la nouvelle membrane, était naissante au milieu, mais on peut avoir la nouvelle membrane qui va être naissante aux extrémités. C'est-à-dire, je vais effacer ceci parce que je n'aurai plus de place. Hein, je préfère parce que je vois qu'à l'écran, je vais être limité. Donc je vais effacer ceci. Donc ça c'est une division par deux, mais à partir du milieu. Bon, je vais ramener ceci ici parce que sinon. Donc j'ai l'ancienne paroi. La naissance de la nouvelle paroi va se faire aux extrémités. Ici. On a le processus d'allongement. Avec toujours la nouvelle paroi qui est ici. L'ancienne paroi s'est allongée. À un moment donné, elle va encore s'allonger encore un tout petit peu pour donner une espèce de crevasse comme ceci. Voilà. Et puis par finir par se scinder et avoir la scission en deux. Là, on a une scission comme ceci et une scission ceci. Donc, on a bien une scission en deux parties. Hein. Voilà. Donc, on a bien une scission, une division en deux du bacille. Le bacille, c'est divisé en deux. Voilà, ça, c'est la division du bacille. Bon, alors maintenant, je vais faire la division, ceci étant dit. Je n'ai plus besoin de ce tableau-ci. Ça, c'est la division du bacille, comment il peut se produire. Hein.
baculus ou baculum avec un L qui provient du mot bâton, bâtonnet. Les spiriles, j'en ai plus besoin, mais par contre, j'aurais besoin que d'un tableau, donc je n'ai pas besoin d'effacer le restant. Et maintenant, je vais voir la division des coques. La division des coques. Alors, la division des coques, bon, elle peut se faire par 2 exposants n. Elle va se faire en 2 exposants n. Voilà. Alors, on va commencer par le simple coq. Bon, il faut que j'ai de la place, donc je vais commencer ici au-dessus. Voilà. Alors, je vais faire la division en 2 exposants n. Hein. Voilà. Là, j'ai un simple coq. Alors, sa division, un simple coq peut donner un diplocoque. Voilà, un diplocoque comme ceci. Alors, le diplocoque peut se rompre au niveau des plans parallèles médians. C'est-à-dire qu'il peut se couper ici. Alors, s'il se coupe là, la partie 1 va donner ceci, et la partie 2 va donner ceci. La partie ici 3, j'appelle 3, va donner ceci, et la partie 4 ici va donner ceci. Et voilà formé donc une division de 1, on divise en 2 de nouveaux, et 2 nouveaux vont donner 4 nouveaux, en 2 exposants n. C'est ça que ça va faire. Ça va faire de 2 exposants n. Hein, c'est 2 exposants, l'origine c'est 2 exposants 0, 2 exposants 1 ça fait 2, et 2 exposants 2 ça fait 4. Bon, mais le suivant c'est 2 exposants 3, ça va donner 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ça, c'est un streptocoque. Hein. Une division, donc 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3, c'est la division par 2. C'est la division binaire. Hein. Une division binaire, voilà. Alors, comment est-on passé de ceci à ceci? Ben, c'est les plans médians. Le plan médian, là, le 1 a donné celui. Le plan médian a donné le 1 là, il a donné le 1 là. Le 2, il a formé celui-ci. Le 3, il a formé celui-là. Et le 4, il a formé celui le 4. Voilà. Et puis on peut rediviser. Je peux rediviser. Si je redivise comme ceci, voilà, je vais appeler ceci A. Je ne sais pas si on voit à l'écran, je vais le descendre un tout petit peu. Voilà. Je vais appeler ça A, partie B, C, D, E, F, G et H. Donc celui-ci provient du A, B, C, D, E, F, G et H. Donc chaque plan médian va diviser en 2 et il va donner chacun de la moitié va en donner 1. Et si chaque moitié donne 1, mais on aura un dédoublement. De 4 ça va donner 8. Donc de 1 ça donne 2, de 2 ça donne 4, de 4 ça donne 8. Et de 8 ça donnera 16. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle un streptocoque en division binaire. Voilà, c'est la formation du streptocoque en division binaire. Voilà. Alors,
ça, on a le streptocoque. Maintenant, on peut refaire la même chose. On va former un diplocoque. Le coquille ici, c'est un diplocoque. Alors, là, on a toujours l'assemblage de deux coques. L'assemblage de deux coques. Maintenant, on va couper toujours par un plan médian. Voilà. Avec un détachement. C'est un détachement. Il va y avoir un détachement. Il va y avoir un détachement ici. Autant ici, on gardait la fusion, autant là, il va y avoir un détachement. Donc, s'il y a un détachement, j'aurai deux coquilles. Ils vont se présenter par paire. Et donc, on aura quatre simples coques, dont deux sont réunis 2 à 2. On va dire ça comme ça. Ce qui veut dire que le 1 ici, le 1, le 1 et le 2 vont former 1 et 2. Le 3 et le 4 vont former 3 et 4. Donc j'ai toujours 4 simples coques, mais réunies par paire. Donc on a deux coquilles en paire. Les coquilles se représentent en paire. Voilà, ici les coquilles sont en paire. Maintenant, la prochaine division, on va recommencer toujours avec les plans médians. Je vais couper ici, ici et là. Pour former, on aura ceci. Une, deux. On va avoir 4 coquilles. 4 coquilles se présentant en paire. Ce qui fait 8 simples coques, si vous voulez. Voilà, donc on a toujours 8 en streptocoque et 8 en diplocoque. Une autre division qui peut apparaître, c'est une division par un plan médian, mais plus transversal, mais latéral. Donc j'ai une division comme ceci. Qui va donner le 1 et 2 va former la partie haute. Le 3 et le 4 va former en scission la partie basse. Et bien sûr, ils ne vont pas se détacher. Hein. Justement, l'astuce, c'est ça. Ils ne vont pas se détacher. Ça va donner la tétrade. Ça donne la tétrade. Hein. Ils restent fusionnés, mais c'est des nouveaux coques, simples coques qui apparaissent, mais en fusion. J'ai la tétrade. L'étape suivante, mais on a une coupure encore comme ceci, en transversal, plan médian transversal. Ce sont des plans parallèles, bien sûr. Et j'aurai l'apparition, est là, de 2 tétrades. Parce que là, il va y avoir une fusion qui va se casser. Hein. Enfin, il y a une fusion, il y aura une fusion, mais il y aura une rupture. La rupture va se produire à ce niveau-ci. Voilà. Pour donner 2 tétrades. Donc j'ai toujours 8. Hein. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. On a toujours 2 exposants n, si vous voulez. N0, c'est le départ ici. N égale à 0, c'est le départ ici. L'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. L'étape initiale, c'est le 0. C'est une division binaire. C'est normal, parce qu'on divise chaque fois par 2. Quelque part, c'est un arbre. C'est un arbre binaire.
Alors, maintenant, celui-ci ici, la tétrade ici, il peut avoir une rupture, elle peut donner une rupture un peu spéciale, pour donner la sarcine. Alors, pour avoir la sarcine, on doit avoir une coupure comme ceci, dans un plan comme ceci, de telle manière à ce qu'on ait, ceci, voilà. Et si je coupe par un plan comme ceci, voilà, ben il va former de l'autre côté 4 nouveaux. Et là j'en ai 8. Dont, si vous voulez, 4 qui se trouvent en avant du plan, si j'appelle ce plan là pi, voilà. J'en ai 4 avant pi, voilà, et j'en ai 4 derrière le plan pi, mais qui sont en contact avec les 4 de devant. Voilà, bon. Moi je peux pas faire ça comme ça parce que il faut une certaine réalité qui doit ressortir, ça. Ça veut dire que les boules de derrière on ne les voit pas. On voit qu'une partie, on voit que la partie qui est ici. Voilà, on voit qu'une partie arrière, et là une partie arrière. Voilà, et là on voit qu'une partie. Et en fait, il y en a 4. Vous faudrait les regarder dans l'espace. Si vous regardez dans l'espace, ben, derrière on a 4, devant il y en a 4. Et comment a eu lieu? On a coupé par un plan comme ceci. Donc là on coupe par un plan comme ceci, et puis on coupe par un plan comme ça. Et donc on a 4 boules. Mais si vous coupez par un plan comme ça, on a 4 nouvelles boules, ce qui fait 8 nouvelles boules. Donc ici on en a bien 8. On a 8. C'est le fameux, c'est la sarcine. Hein. C'est la fameuse sarcine. Ça, c'est la fameuse, je l'ai bien dessiné ici. Voilà. La sarcine, elle est là. On forme 4 boules. Et puis, vous coupez par un plan, ici, au milieu du, comment on appelle ça, du cube. Vous coupez comme ceci, par un plan, on va dire, par un plan milieu. Hein. À ce moment-là, vous en avez 4 devant et 4 derrière. Ça fait 8. Voilà. Maintenant, il ne reste plus que le staphylocoque. Mais le staphylocoque, vous comprendrez que c'est une grappe. C'est un amas. C'est un amas. C'est une structure un petit peu qui est un peu en amas. Amas, ça veut dire n'importe comment. N'importe comment, ça veut dire que c'est des plans n'importe comment. Ils ont été découpés par des plans n'importe comment. C'est-à-dire ici, si je prends, j'en prends 2, le plan de coupe, le plan médian n'est plus régulier, ils sont plus parallèles et ou transversales. Là, on a des beaux plans de coupure. Ici, ils sont un peu n'importe comment. Hein. Si on coupe comme ceci, ben, à ce moment-là, on se retrouve. Celui-ci, c'est le 1 et 2 va donner, suivant le plan là, ils vont donner 2 qui sont comme ceci. Alors ça, c'est 1 et 2. Voilà, le plan, si je fais une parallèle à ce plan-là, ben, c'est ce plan-là. Par contre, les deux autres, ben, ils vont me donner ceci. Pourquoi? Parce que si je fais une parallèle, comment ça a été doublé la structure? Mais par un plan parallèle à celui-là. Et un plan parallèle à celui-là, ben, c'est ça par exemple. Voilà, donc on va dans la direction là. Ici, autant on va dans cette direction-là, et là on change de direction. Maintenant, s'il vient, on coupe par un plan comme ceci. Là, je passe de 2 à 4.
Voilà. Et là, maintenant, si je fais un petit peu, je coupe par des plans un peu n'importe comment, transversal, mais dans toutes les directions, mais vous allez justement attraper, le staphylocoque aura une forme d'amas. Parce que il y aura une générescence dans le sens de la découpe du plan. Dans le sens de la découpe du plan. Donc, comme elle se fait un peu suivant des directions de plan données, mais ça donne une structure justement en amas. Voilà. Et encore ici, je l'ai peut-être mal fait parce que je n'ai pas bien mis en amas. Voilà, ici, je vais en mettre une ici pour donner l'intention qu'on a une grappe. Une grappe. Voilà. On a une grappe. Donc, celui-ci, il est derrière. Celui-ci devant. Celui-ci devant. Voilà, je mettrai voilà, une structure en grappe. C'est pas un streptocoque, c'est un staphylocoque. Donc il est plutôt en grappe. Il est plutôt en grappe. Voilà, il faut savoir bien faire la grappe comme une grappe de raisin. Si vous voulez. Voilà, une grappe, voilà, les raisins. Pourquoi je prends les raisins, je prends pas les bananes? C'est parce que les bananes, bon, ça n'a pas la forme d'une sphère hein, ou globulaire. Un raisin, c'est plutôt globulaire. Même si c'est pas sphérique, c'est globulaire. Donc on peut voir ça comme une grappe de raisin. Celui-ci, staphylocoque, comme une grappe de raisin. Voilà, donc il existe quoi? Il existe les spiriles, les bacilles que j'ai effacés, et ça ce sont les coques, et c'est la division des coques. Alors que la division des bacilles se fait soit par l'entremise d'une nouvelle membrane qui se fait au milieu, elle se casse, ou l'entremise d'une membrane qui est aux extrémités, et qui allonge, tout s'allonge, et ça se coupe de la même façon au milieu. Et là, on a une division par deux. Et donc ce sont des divisions binaires que l'on rencontre souvent voilà, en division cellulaire, on a souvent des divisions binaires. Hein. Voilà, comment peut-on générer ben, si vous faites des mathématiques, vous allez voir que on appelle ce qu'on appelle une partie libre et génératrice, pour en venir aux mathématiques. Les parties libres et génératrices vont former à partir d'une base. Une partie libre génératrice, c'est une base mathématique. Cette base mathématique va donner, engendrer voilà, des valeurs. Elle va engendrer des valeurs. Et donc ici, la cellule va s'engendrer par division par deux. Voilà. Tout comme une fleur peut s'engendrer, s'auto-engendrer, elle va prendre de l'ampleur à partir d'une base qui est la graine, et tout va monter. L'arbre, c'est pareil, tout va monter à partir d'une base. Tout a besoin d'une base. Voilà, si on veut faire une production de voiture, ben, si on veut lancer une marque de voiture, ben, on crée le dessin d'une voiture et puis tout ce qui va sortir va être un clone de la voiture dessinée. Donc on va engendrer, et ça c'est la théorie de l'engendrement. L'engendrement, on retrouve ça partout. Donc les plantes s'engendrent, les animaux s'engendrent, les êtres humains s'engendrent, les véhicules vont être engendrés en production, l'eau elle est engendrée, enfin tout est engendré, tout est engendré. Ça veut dire qu'engendrer, on part d'une base pour créer, je veux dire, une générescence, une générescence. Une générescence par copie ou non. Et si c'est pas une variation, une générescence par copie, on a ce qu'on appelle une variété. Hein. Si c'est pas une copie pure, bon, ah ben on aurait une diversité, une variété. Hein. Voilà, c'est la générescence. Justement, dans ce monde ici, c'est ce qui se passe. L'univers est multiple et varié. D'innombrables planètes ne sont pas forcément en copie l'une de l'autre. Voilà, elles sont générées en variété. Les êtres humains sont générés en variété. Variété. Bien que, je veux dire, il y a des structures de filiation, mais il y a quand même une variété. Un fils, oui, il ressemble peut-être à la mère et au père, mais le fils, il est quand même à son propre. C'est lui. Bien qu'il provient de parents, la personne est, je veux dire, différent de ses parents. Bien que le système génétique provient de ses parents, mais il répondra à des stimuli
que ses parents ne répondront pas. Ils n'auront pas la même, forcément la même taille, complètement la même taille. Voilà, on va dire, c'est d'un mélange qui donne un mélange qui donne un. Donc, et ce mélange-là, ben, il provient en partie des parents, voilà, en partie des parents, qui donnent une, voilà, une mauvaise copie, on va dire, une mauvaise copie d'un mélange, qui va donner une mauvaise copie. Donc c'est une générescence, oui, avec un bagage génétique mélangé, oui, mais déjà bagage génétique mélangé de quoi? Ben, de toutes les générations précédentes. Hein. C'est pas que d'une génération, c'est toutes les générations qui sont derrière bon, qui interviennent voilà, pour faire une palable copie d'un individu. Donc c'est pour ça qu'on est 7 milliards de personnes, mais 7 milliards de personnes différentes. 7 milliards de personnes différentes. Alors qu'on pourrait se dire, bon non, on vient des parents, ben, on retirait les copies de ceux qui viennent des parents, et ces parents-là viennent de personnes d'au-dessus, et on irait en réduction de copies et réduire le nombre de personnes différentes pour se retrouver avec des personnes égales. Mais non, tout est différent. C'est des palabres copies, c'est des copies qui ne sont pas, je veux dire, des copies, des clones. On n'a pas des clones. Alors, si vous voulez des vraies copies, il faut des clones. Encore, même si vous clonez, les stimuli de deux personnes clonées ne répondront pas, je veux dire, au même stimuli. Donc on peut déjà, même pour les clones, les vrais clones, ce sont les voitures. Et encore, si on regarde l'état de ferraille, peut-être il y en a une qui a 5 microgrammes de peinture de plus qu'une autre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vrai clone? Si on veut être drastiquement, je veux dire, puriste, ben, il faut que toute la peinture soit égale en quantité, voilà, tout soit au millième près, au millionième près, identique dans toutes les pièces. Bon, difficile d'arriver à un stade pareil. Hein. On peut toujours trouver une petite légère différence d'une voiture par rapport à une autre, mais en gros, grossièrement, ce sont des copies. Les voitures sorties d'usine en production, pour autant que ce soit la même marque, c'est des copies. On va dire c'est des clones. Ce sont des clones. Bon, ici, ce qui va sortir ici, comme ça se ressemble, voilà, et encore, si je prends les spirides, ils ne se ressemblent pas tous, parce qu'il y en a un qui est recourbé avec un arc plus grand qu'un autre, donc on peut encore les distinguer. On peut dénommer, par exemple, Jules, celui qui a une tête plus en arrière, et Maryse, je sais pas moi, c'est une tête moins recourbée. On peut les distinguer. Voilà, on peut les appeler, les dénommer suivant voilà, ce qu'on les aperçoit. Ce qu'on aperçoit. Vous allez prendre deux lapins gris. Ouais, ce sont des clones de lapins gris. Mais malgré tout, voilà, ils ont été générés, oui. Est-ce que la copie c'est une palabre copie ou c'est une copie, je veux dire, clonée à 100%? Vous verrez qu'il y a quand même des différences. Hein. Un lapin que vous allez appeler Jules, Jules c'est Jules et Arthur c'est Arthur. Hein. Ils n'auront pas le même. Ils auront des différences. Voilà, on sait toujours trouver des différences. Mais voilà, mais normalement, dans le clonage, quand on copie, une copie, normalement, on sait. Une vraie copie, on ne doit pas voir la différence. Vous faites une photocopie à l'imprimante, ben, il y en a peut-être une qui apparaîtra peut-être avec un petit point, alors que l'autre n'aura pas de petit point. Bon, on sait encore les distinguer. Voilà. Mais fondamentalement, grossièrement parlant, de photocopies, si on fait les photocopies, grossièrement, elles sont les mêmes. C'est deux clones. C'est deux clones. C'est deux clones grossièrement. Donc le clonage s'intitulera clone grossièrement. Voilà. Comme je vous ai dit, si on regarde bien, on peut trouver toujours une petite différence à un clone. Hein. De feuilles de photocopie, on peut trouver des différences. Voilà. Donc fondamentalement, grossièrement, on peut dire que c'est des clones, donc des générescences. Les générescences, ce sont des clones ou pas des clones. Ce qui va se générer, ça peut être des clones ou pas des clones. On peut avoir une générescence par variété, une générescence par type qui se ressemble. Par type qui se ressemble. Voilà. Par typage qui se ressemble. Voilà. Et ici, par exemple, la générescence peut être donnée par division binaire, division par deux. Par exemple, je pense à la division cellulaire, je veux dire, des êtres humains, ou la division cellulaire
d'ici, des bactéries. Donc c'est une division par 2n. Voilà. Elle se fait en division par 2. Chaque fois des divisions par 2. Donc on est à l'exposant 2, on a à 2 exposants n. Maintenant, attention qu'ici, quand on parle de division cellulaire, il faut se méfier parce que c'est pas un nombre mathématique, on n'est pas en mathématiques. Hein. Mathématiques, on est figé 2 exposants en 3, ça fait 8. Mais ici, c'est une évolution en fonction du temps. Hein. C'est 2 exposants en 3. Après combien de temps? 1 heure ou 2 heures ou 3 heures? C'est pas le même. Hein. Parce que si vous faites 2 exposants en 3 au bout d'une heure, ça fait 8. Mais 2 exposants en 3 au bout de 2 heures, ça fait toujours 8. Mais pendant qu'il y en a un qui a fait 2 exposants en 3 au bout d'une heure, qu'il y en a un qui a fait 2 exposants en 3 au bout de 2 heures, mais il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Hein. Ça fait tous les deux 8, mais 8, il y en a un qui fait 8 en 1 heure, il y en a un qui fait 8 en 2 heures. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes 8. En mathématiques, on ne distingue pas le temps. Il y a une notion, en mathématiques, il y a une notion intemporelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion de temps, donc fatalement, tout est figé. Il n'y a pas de temps. On n'a qu'un espace. On a un espace euclidien pour lequel on travaille. On peut travailler dans un espace euclidien. Et là, il y a les distances, oui, il y a l'espace vectoriel, oui, mais il n'y a pas la notion de temps. Tout ce qui est temporel, c'est scientifique. C'est une notion scientifique. Donc en mathématiques, on a l'espace, mais on n'a pas le temps. Mais en sciences, on a l'espace, on a le temps. Donc faire 2 exposants en 3 en mathématiques, ça fait 8. Mais faire 2 exposants en 3 en sciences, ça dépend du temps. Si vous faites 8, vous générez 8 en 1 heure et vous générez 8 en 2 heures, en distinguant voilà, des bactéries qui prolifèrent à 2 exposants en 3 en 1 heure et d'autres bactéries qui prolifèrent en 2 exposants en 3 en 2 heures, c'est pas la même chose. Hein. Il y en a un qui va proliférer plus vite que l'autre. Hein. C'est pas les mêmes 2 exposants en 3, hein, parce que le temps à avoir là-dedans, c'est une fonction du temps. On a une fonction qui est dépendante du temps. Voilà. Donc 2 exposants en 3, oui, c'est une division binaire, oui, mais combien de temps? Si ça se fait très vite, 2 exposants en 3, ça peut vite atteindre des proportions. Quoique la base, elle est petite, hein, 2, c'est une base petite, hein, c'est 2, c'est une division binaire 2. C'est une division binaire 2, mais ça, tout dépend du temps que ça fait pour produire 2 exposants n. Maintenant, si vous avez du 10 exposants n, 10 exposants n est plus grand que 2 exposants n. Hein, fatalement, la base est plus grande. Si on a du 10 exposants n par rapport... Mais, 10 exposants n au deuxième stade, on est à 100. Là, 2 exposants n au deuxième stade, on est à 4. Là, on est à 100, là, on est à 4. Vous voyez, l'évolution, c'est une base 10. Hein. On monte par bas, au travers d'un exposant à base 10. Donc l'exposant ici, il est beaucoup plus grand. Alors maintenant, les croissances parfois de virus sont exponentielles. Hein. Donc c'est la base 271, base, qui est la base E. Voilà, c'est la base E. On peut avoir des croissances de type base E. 271 qui est pas loin de 2. Et bien sûr, généralement, ça c'est quand on démarre de 1, mais on peut avoir un capital de départ. Hein. Supposons qu'on a déjà n virus ou une bactérie, ce sera n0 fois exponentielle de, bien sûr, dépendant du temps. Hein. Ça dépend du temps. Voilà. Alors l'exponentielle, on peut avoir une exponentielle croissante, mais on peut avoir une exponentielle décroissante. Alors là, il faut jouer qu'un moins devant le temps. N0, si on démarre à partir d'un nombre de virus donné, N0, et qu'on se dit que ça va augmenter de manière exponentielle à partir de N0, ben, c'est N0 fois exponentielle de type, et ça va avoir une allure exponentielle. Mais n'oublie pas que l'exponentielle, c'est une allure de 2,71 par rapport à 2, on n'est pas loin de 2. Hein. C'est pas une base 10 encore. Hein. Parce que si vous voulez vraiment faire, si ça doit évoluer fortement, ça c'est, là on est, par exemple, une base 10, c'est énorme. Hein. Base 10 par rapport à une base 2, base E c'est tout petit par rapport à une base 10. Hein. Mais c'est proche d'une base 2. On est presque, si ça évolue une exponentielle de base 1, on est proche de la division binaire. Hein. Voilà, avec un capital de départ de virus où on en a N0 au départ. Voilà. Et maintenant, ça, si ça croît, voilà, mais le virus, enfin, ou les bactéries, voilà, ils peuvent croître comme ceci, et puis après, ils peuvent décroître comme ceci.
Je veux dire, on n'a pas une croissance infinie. Hein. Si on peut avoir une croissance qui va atteindre un stade, mais la personne est peut-être morte quand elle atteint ce stade-là de virus. Hein. Quand elle a atteint un stade maximum de virus, bon, peut-être qu'elle peut mourir. Hein, elle peut mourir avec un stade maximum de virus. Mais généralement, on fait en sorte qu'il y a des mécanismes de défense au niveau du corps, ça c'est de 1. Et de 2, qu'il y a des mécanismes extérieurs au corps. Mais il y a la défense interne, mais il y a les soins de santé externes. Donc il y a deux facteurs. Le facteur interne qui va combattre, je veux dire, l'infection, et les facteurs externes qui proviennent bien sûr des structures hospitalières ou des médicaments, ou peu importe, qui vont faire en sorte qu'ils vont aider le patient je veux dire, diminuer son taux de virus, par exemple, ou son taux de bactéries, pour ne pas qu'il n'atteigne, je veux dire, un stade qui peut être, par exemple, mortel. Par exemple, hein, toutes les maladies ne sont pas, toutes les maladies infectieuses ne sont pas mortelles. Le corps peut combattre beaucoup de maladies. Hein. Bon, certaines, les médicaments, certaines peuvent se guérir par elles-mêmes, certaines se suffisent par des médicaments, et d'autres nécessitent une hospitalisation, mais en dehors de ça, il y a les maladies mortelles. Voilà. Et donc, le tout, c'est dans les virus ou les bactéries, c'est pas que la courbe atteigne un très grand maximum, hein, c'est d'essayer de faire en sorte que le virus monte, et puis après qu'ils atteignent un taux maximum, et puis ben après qu'ils diminuent, bien sûr, grâce aux soins, grâce à ces soins et au combat interne du corps, puisque les soins de santé vont être une aide au corps, parce que le corps va faire son travail, mais si les médicaments apportent un plus, mais c'est un plus, il est aidé. C'est comme dans une guerre, vous avez une guerre avec une partie adverse, mais si il y a une grande armée qui vient aider votre armée, mais vous êtes plus armé à combattre la partie adverse. Mais il ne faut pas que la partie adverse soit aussi forte aussi, parce que si elle est très très forte, mais le combat, c'est un combat en fait, c'est un combat, la maladie c'est un combat. C'est vraiment un combat, je veux dire, qui se passe à l'intérieur du corps avec les virus et les anticorps. Qui va prendre le devant pour, pour gagner le combat, gagner le combat. Alors, donc ici, quand on a une exponentielle comme ceci, ben, si on est aidé par une partie adverse, c'est-à-dire des soins de santé extérieurs, ainsi que le corps qui se combat, mais si le corps n'est plus tout seul à se battre, mais il sera aidé par l'extérieur. Et donc là, le taux de virus, on va tenter de le diminuer. À un moment donné, il va vouloir monter le plus fortement possible, mais grâce au combat, c'est le combat. Voilà, et là, il y aura un pic plus bas que si vous laissez sans médicaments et que le corps ne sait pas combattre. Hein. Voilà, si le corps est tellement infecté que le corps ne sait pas combattre, à ce moment-là, là, on a un pic, voilà, qui va faire que le corps ne subira pas, je veux dire, comment on appelle ça, les dommages collatéraux provoqués par les combats dus au virus ou à la bactérie. Bon, et voilà, encore une fois, ici, je vous parlais tout à l'heure du temps, mais ça peut se faire très vite. Alors, via un choc septique, bon, il faut répondre très très vite parce que là, un choc septique, bon, il ne faut pas faire monter le taux de bactéries très rapidement. Il faut tout de suite essayer de stopper la marche des soldats combattants qui se répliquent à une forte proportion. Parce que plus il y a de soldats combattants, je veux dire, comment on appelle ça, bactériens, et plus il faudra tenter de se battre avec cette colonie de soldats qui prolifèrent et qui sont là à tout va et que le corps n'arrive pas à combattre. Parce qu'en fait, ils sont déjà en proportion et parfois ils sont très armés puisqu'il y en a qui sont plus virulents que d'autres. Voilà, il y en a qui sont plus virulents, c'est pour les virus, hein, c'est un virus qui est virulent. Mais il y en a qui sont, je parlerai en termes de bactéries, mais les bactéries, il y a des bactéries plus infectieuses que d'autres. Donc autant ils ont un bagage capable d'être très fort dans la bataille. Donc à ce moment-là, plus on intervient tôt, dans la séquence de la montée des soldats, plus on arrête ces soldats et plus on a de chances que la maladie ne prenne pas le dessus. Voilà, parce qu'il y a je vous ai expliqué qu'il y a 3 types de maladies pour les infections. Il y a ceux qui vont
qui vont créer une infection, bon, que le corps pourra se soigner, enfin que le corps pourra apporter une réponse à ce combat. Il y a une deuxième maladie, le corps pourra apporter au travers des aides externes un combat interne, mais en laissant des séquelles. Puisque si maintenant il y a on va dire des combats qui ont eu lieu, c'est-à-dire que les combats, ben, c'est quoi? Ben, c'est ce que les bactéries vont envoyer des toxines, hein, mais si ces toxines attaquent certaines parties des organes, eh ben, s'ils sont touchés, certains organes sont touchés, c'est fini. Il se peut que c'est à vie qui vont devoir subir le mal qui a été fait. Et on va dire, elle va subir les dommages collatéraux des combats subis par la bataille établie par les bactéries qui ne sont plus là. Les bactéries ont disparu, sont tous morts, mais il y a des séquelles de la bataille. Séquelles de la bataille. Voilà. Donc, et maintenant, si les bactéries gagnent au niveau de la bataille par la prolifération et par l'infectiosité de leur toxicité, je dirais que ici le combat il est anéanti, le corps ne pourra pas survivre à un combat, je veux dire, qui n'a pas qui est un combat qui est inégal, un combat inégal, et dont le corps ne sait pas apporter de réponse, et ni la médecine externe ne pourra répondre parce qu'on n'a pas répondu de manière rapide voilà, aux problèmes posés par la maladie. C'est-à-dire, je pense par là que quand il y a une détection, une observation, une détection de la maladie, eh bien, il faut répondre le plus rapidement possible en essayant que le combat ne soit pas déséquilibré à un moment donné. Alors pour éviter qu'il soit déséquilibré, surtout si l'armée adverse est bien équipée, c'est-à-dire qu'ils ont des toxines, je veux dire des toxines, je veux dire qui possèdent des poisons mortels, mais là, je veux dire, il faut intervenir le plus rapidement possible, afin qu'il n'y ait pas une colonie qui apporte chacun sa toxine et chacun va faire en sorte que le corps va être de plus en plus intoxiqué. Donc si face à une partie adverse, vous avez des chars qui prolifèrent, ben, c'est d'attaquer un maximum de chars pour que euh, c'est d'attaquer la source de chars, maximum de chars pour pas qu'il y ait de plus en plus de chars qui adviennent. Et il faut attaquer l'usine de chars. C'est là que se passe la production de chars. C'est d'attaquer l'usine de chars. Donc ici c'est un peu la même chose. C'est d'attaquer la source. La source, je veux dire, la source de réplication, on va dire, de la source de réplication de ces fameuses bactéries qui se fait au sein du corps. Parce que les bactéries et virus, bon, ils cherchent des hôtes pour répliquer. Leur seul objectif, c'est de contaminer un corps. Ils sont en latence, et ils vivent en latence pendant un certain temps. On ne sait pas combien de temps. Chaque virus dépend de sa latence. Ça dépend si le corps a été nettoyé ou pas, à l'eau de javel ou pas, s'il y a des UV qui sont passés, s'il y a eu du chlore qui est passé par là. Tout ça, ça aide à faire du nettoyage et que le corps, qu'il y ait moins de bactéries ou moins de virus dans les parages. Mais s'il y a des virus et bactéries dans les parages, ben là, il faudra faire en sorte que de ne pas se les choper pendant leur temps de latence. Leur temps de latence, c'est peut-être combien de temps? Ben, certains dépendront du type de matériaux pour lesquels ils peuvent vivre sur du laiton, ou vivre sur du carton, du papier, ou vivre sur différents types de matériaux n'est pas le même. Sur des surfaces lisses, des surfaces rugueuses, des surfaces polies, des surfaces voilà, tout ça dépendant, et ça dépend du type de micro-organisme. Il y a des micro-organismes qui peuvent vivre très longtemps. Alors, 9 mois en latence avant d'attendre un autre. Il y en a certaines 6 mois en latence avant d'attendre un autre. Et une fois qu'ils ont leur hôte, mais là, ce qu'ils cherchent, la seule et unique raison de vivre, c'est de coloniser. Et donc, une fois qu'ils ont colonisé, à ce moment-là, comment peuvent-ils coloniser? Mais tout simplement en rentrant dans le haut, dans l'autre, soit par voie respiratoire, ça dépend. Il y en a il y a des contaminations, je veux dire, par voie respiratoire, des contaminations par voie sanguine, c'est-à-dire par voie de coupure ou autre, des contaminations, je veux dire, par les muqueuses, des contaminations, peut-être avoir différentes sources de contamination. Mais il faut bien savoir qu'une fois que
ils sont installés et bien installés dans le corps, ben, là, la réplication, il ne demande qu'une chose, c'est de se répliquer et de combattre, je veux dire, voilà, les anticorps du corps, pour qu'ils prennent, pour qu'ils puissent, je veux dire, gagner le combat. Voilà, ils cherchent le combat à l'intérieur du corps. Voilà. Mais le corps aussi euh, ne cherche pas le combat, mais il cherche à défendre. Le corps cherche à défendre, donc il va mener une guerre de défense, alors que les micro-organismes ont une guerre d'attaque. Voilà. Et la meilleure des guerres, c'est l'attaque. Alors, c'est-à-dire attaquer le virus, c'est-à-dire faire du nettoyage, se laver les mains, mettre des masques s'il faut mettre un masque, se protéger si vous êtes dans un laboratoire spécifique. Un laboratoire, par exemple, qui manipule les virus, ça, il faut se protéger en termes de protection, je veux dire, de normes requises pour quand on est dans un laboratoire voilà, on manipule des micro-organismes peut-être parfois dangereux. Il faut se prémunir de tout ça en faisant bien sûr des nettoyages, de lavage, faire attention au système d'installation d'aération en les nettoyant, je veux dire, en y gardant, en faisant garde aux entretiens, aux différents entretiens, remplacer les filtres et tout ce qui s'ensuit. Faire appel à des aides-soignantes qui font, je m'excuse, je me suis complètement trompé, faire appel à des agents de entretien professionnels, c'est-à-dire qui vont nettoyer avec un maximum de sécurité en se protégeant et en protégeant les autres, en mettant des gants, pourquoi pas un masque, des bottes de protection et en nettoyant d'une certaine façon que quand on enlève les bactéries, on les enlève en reculons, c'est-à-dire on recule en arrière et on nettoie vers soi. Voilà, on nettoie vers soi. Donc, c'est de prendre le maximum de protection, quitte à nettoyer avec un petit peu d'eau de javel. Je dis pas trop parce que l'eau de javel, ça crée des bronchopneumopathie. Donc, si on sait nettoyer par les UVC, autant nettoyer par faire un. Voilà. Attention qu'il y a le nettoyage se caractérise par différentes manières. Hein. Il y a le nettoyage. Il y a le nettoyage des poussières et des graisses, voilà, qui est un nettoyage grossier, mais il y a les nettoyages, ça c'est le nettoyage hygiénique, mais il y a le nettoyage aussi sanitaire. Le nettoyage sanitaire dans le sens d'évacuer toute source de contamination de bactéries ou de virus. Hein. Il faut distinguer, tout ça. Donc les nettoyages doivent se faire, je veux dire, par des agents professionnels qui sont compétents et qui savent, je veux dire, intervenir sur toutes les surfaces possibles et imaginables. Donc on tentera de changer sa literie, nettoyer à 60-70 degrés pour enlever tous les parasites que sont les tiques, les poux, les puces et tout ce qui s'ensuit. Voilà, tout insecte possible et imaginable. On sait nettoyer les vêtements à 60-70 degrés en les mettant à l'air libre, etc., etc. Alors maintenant à l'air libre, en faisant attention aux sources de contamination des personnes qui sont qui possèdent, je veux dire, ces parasites ou qui sont infectées. Donc on essaiera de garder une distance, voilà une distance aussi bien pour les personnes qui possèdent qui ont des puces, des poux, ou les animaux qui ont des poux, etc. Et on gardera une certaine distance, ou ceux qui ont des tiques ou comment on appelle ça, ouais, voilà, attention de ne pas choper un tic, je veux dire, en pleine nature, ou de caresser un chat enfin peu importe, hein, qui aurait un petit tic qui serait mal placé, qui viendrait vous piquer en caressant le chat, alors que le tic serait pas encore dans le corps du chat. Il ne serait pas encore dans le corps du chat et vous viendrez à caresser le chat, le tic, enfin le chat, il vous attraperait un tic. Voilà, donc tout ça, il faut en fait faire très attention. On va dire à l'hygiène en général, l'hygiène sanitaire. Voilà, sur deux points de vue. Sur deux points de vue, il faut faire très attention à tout ça. Nettoyage, je veux dire, à l'eau de javel c'est très bien. De passage, il n'y a plus de bactéries ni de virus. Mais le problème, c'est que l'eau de javel, c'est pas bon pour les poumons. Et notamment, l'eau de javel avec de l'eau chaude, c'est encore moins bon pour les poumons. Alors, on peut se brûler les poumons et avoir une bronchopneumopathie. Voilà, donc voilà, et ça c'est vrai aussi pour le chlore, c'est des agents chimiques. Les nettoyages sous agents chimiques c'est bien, mais il faut se protéger pour nettoyer aux agents chimiques.
Maintenant, la meilleure protection, c'est aux UVC, si vous voulez enlever des bactéries, des virus aux UVC. Voilà, maintenant, mettre de l'alcool dans ses mains, ben, c'est vrai que c'est bien, il y a les bactéricides et les virucides. Il y en a qui font virucides et bactéricides, il y en a qui font que bactéricides, il y en a qui font que virucides. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on demande? On demande de ne pas trop en abuser, parce qu'au bout du compte, ça brûle les mains aussi. Hein. Voilà, donc l'abus d'éléments chimiques en dehors de nos défenses, mais ça peut aussi provoquer, je veux dire, quelques bobos au corps, parce que bon, le tout c'est d'être dans les normes. Utiliser un petit peu d'eau de javel, ça va, mais utiliser trop d'eau de javel, bon, c'est mauvais. Voilà, je vous remercie.